pour cette dernière table ronde avec Alexandre Mayol, Nathalie Davoine et Tristan Mathieu, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, nos trois intervenants. Venez, madame, installez-vous à côté de moi. Tristan, mettez-vous au milieu. Alexandre, au bout. Voilà, je vais vous présenter donc Nathalie Davoine, qui est responsable des études au CIO, le Centre d'information sur l'eau. Décidément, il y a une place qui est dédiée au Centre d'information sur l'eau. Association donc, qui est créée par les entreprises de l'eau pour sonder, pour informer le public. On dit souvent que le CIO, ce sont aussi les yeux des consommateurs, hein, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas en disant ça, Nathalie? Oh, les micros sont ouverts normalement, voilà. C'est ça, prenez le micro. Oui, merci Bonjour. de le souligner et puis merci de nous accueillir pour vous présenter un peu ce que pensent les Français de l'euro et de du son prix service. de l'eau. Tristan Mathieu, qui est membre du bureau de la FP2E, par ailleurs, hein, directeur RSE, Affaires publiques et développement durable de Veolia Eau-France. Mais là, vous venez avec votre casquette donc des entreprises de l'eau. Et puis un autre Nancéien à ses côtés, Alexandre Mayol, qui est maître de conférences en économie à l'Université de Lorraine. Et puis on n'oubliera pas évidemment vos questions. Alors, je le disais donc, on a l'impression d'avoir affaire à un problème avec une équation à plusieurs données, hein. Il va falloir nous donner toutes les composantes de cette équation. Je le disais, la baisse des consommations en eau présente et à venir, hein. Notamment on voit la trajectoire de sobriété hydrique annoncée par le président de la République, moins 10% à l'horizon 2030, soutenue par les FP2E, nous disait tout à l'heure le premier représentant de la FP2E qui était avec nous, qui va conduire à une baisse des recettes des opérateurs publics, privés, ainsi que les financements publics opérés via les redevances des agences de l'eau. Tristan, est-ce qu'on peut parler d'effet ciseau? Allez, clairement. Je pense que oui, et on peut parler évidemment d'effet ciseau. Moi j'ai été marqué dans la présentation du rapport sur finalement le fait qu'on a connu des baisses de prélèvements très importants il y a une quinzaine d'années. Les services publics d'eau ont quand même économisé près de 1 milliard de mètres cubes prélevés dans les nappes. Alors à la fois parce que la consommation elle-même a été plus économe, on parle souvent de la modernisation du parc électroménager, mais aussi parce que les performances des réseaux se sont grandement améliorées et qu'on est arrivé jusqu'en 2021 à un moment donné où il y avait un plafond, en tout cas une stagnation de l'évolution des prélèvements. Et je pense qu'on peut se dire que la prévision quand même de ce qu'on connaît en 2022-2023, c'est qu'on va reconnaître une autre baisse des prélèvements et des consommations. Et donc quand on parle d'effet ciseau, c'est le fait de souligner que à partir du moment où c'est un objectif complètement partagé, je dirais de l'État, des collectivités locales, des opérateurs, que de faire baisser la pression sur les nappes et donc de moins prélever. Et en même temps, et la table ronde de tout à l'heure l'a montré, d'améliorer la qualité de l'eau, d'améliorer la sécurité, de faire en sorte qu'il y ait de la continuité d'alimentation en eau, mais aussi sur l'assainissement. On arrive dans cet effet qui est, on a besoin de plus en plus de financement sur ces deux services publics que sont l'eau et l'assainissement, avec une base d'assiette de facturation qui est amenée à diminuer parce que c'est une volonté commune. Oui, oui. Et puis, je disais, on va en parler justement des investissements à financer, quel montant et comment est-ce qu'on va faire. Mais voilà, on voit donc la baisse de consommation, j'allais dire aussi baisse des rendements aussi. On voit des réseaux de distribution d'eau souvent vétus sur certains territoires. Tristan, puis Alexandre Mayol, vous nous direz justement quel volume d'eau, malheureusement, on perd. Allez-y, Tristan. D'abord, quand on parle de pertes dans les réseaux d'eau, alors souvent, évidemment, le chiffre de 20% apparaît. 20%, voilà. 20% de pertes, mais il faut dire, puisque vous nous avez demandé en début des tables rondes d'être très pédagogique, de rappeler que aucun pays dans le monde, aucun endroit n'a 100% de rendement de réseau. Et que donc, ce 80% de rendement moyen des réseaux d'eau français est plutôt dans une moyenne un peu supérieure au niveau de l'Europe, et qu'on a envie de le dire quand on parle au nom de la FP2E, les entreprises de l'eau ont des rendements qui sont encore supérieurs à ça. Et que quand on fait ça et qu'on économise 1 à 2 points de rendement de réseau en France et qu'on prélève en France de l'ordre de 5 milliards
de 5 milliards de mètres cubes d'eau. Ça veut dire que notre performance, elle est à un niveau, en effet, c'est le chiffre que vous citiez, de l'ordre de 50 millions ou 100 millions de prélèvements en moins si on gérait, ce qui est notre espoir, toute la France. Alexandre, 20% de fuite sur le presque 1 million de kilomètres de réseau d'eau. Si on doit aller faire un ordre de comparaison, ce serait une ville de combien chaque année qui... Oui, le chiffre il est assez bien connu, on est sur 18 millions d'habitants. Si on faisait une comparaison comme ça, une ville de 18 millions d'habitants. À peu près 1 milliard de mètres cubes par an perdus dans les fuites. Mais en fait, le problème il est très simple, c'est quel est le coût économique d'une fuite? Négligeable, parce que le coût marginal de mètre cube d'eau est négligeable. En revanche, le coût de la réparation est monumental. Et donc le problème, c'est que quand vous êtes sur une grosse fuite, on peut l'envisager, mais quand c'est sur de la micro-fuite, par exemple, ou sur des réseaux ruraux, par exemple, où il y a des difficultés à trouver la fuite, eh bien là, le coût de la réparation est très important. Et là, on percute le problème de l'eau paye l'eau. Et du coup, qui doit assumer ce coût-là? Et quel est le retour sur investissement? Si on parle aussi modèle économique. D'où l'intérêt de bien détecter les fuites. Et Christophe Tanguy nous le disait dans la première table ronde avec tout ce système de digitalisation qui va permettre de repérer ça et là. Il y a des besoins d'investir aujourd'hui, et où exactement et pour combien justement pas. Et on verra après quelle somme on met en face et comment on trouve cette somme. Hein. Notamment, Nathalie nous l'expliquera entre autres. Allez-y Alexandre, ou allez-y, peu importe l'un ou l'autre. On va se compléter, mais simplement l'investissement, j'apprends rien à personne, c'est des cycles de toute façon. Et qu'aujourd'hui, le problème du cycle, c'est que quand je lisais les discussions il y a 10 ans ou 15 ans, c'était une obsession de la baisse du prix. Ouais. Les collectivités parlaient que de ça. Et depuis quelques années, on commence à se poser la question, est-ce qu'on n'a pas payé peut-être un prix trop bas? Trop peu cher. Trop peu cher. Et donc, c'est très intéressant. Les littératures académiques, il y a 15 ans, c'était quel meilleur mode de gestion pour payer moins cher, la remunicipalisation, etc. C'était un focus autour du prix payé par l'usager. Immédiat. Donc du court-termisme, en fait. Et maintenant que les réseaux arrivent à des fins de cycle et qu'il faut refaire du cycle, eh bien, est-ce qu'on ne s'est pas habitué à payer trop peu cher? Et donc c'est là qu'on arrive à un problème de cycle d'investissement. Et alors, il estimait à combien ce volume d'investissement, vous, Tristan Mathieu, qui représentait la FP2E, vous avez fait votre calculette? Oui, évidemment, on a nos calculettes, et je suis heureux de savoir que Nathalie va nous dire comment on va trouver les milliards nécessaires. tout le poids repose sur elle. Je ne mets pas trop la pression, Nathalie, soyez rassurés. Non, mais pour vous répondre, d'abord sur ce chiffre, c'est que on le sait, quand il y a eu les assises de l'eau, le Varenne agricole de l'eau, etc., les chiffres qui circulaient, c'était de l'ordre de 2-3 milliards en plus d'investissement. En plus des 6 milliards. Voilà. Et on sait aussi qu'on a une directive eaux résiduaires urbaine, donc tout ce qui concerne les eaux usées, qui est en cours de révision et en cours d'adoption, et qu'elle aussi, elle va avoir un impact sur la facture d'eau. Donc ça, c'est indéniable. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que disait mon voisin de gauche. C'est vrai que il y a 15 ans, j'ai presque envie de dire, il y avait beaucoup d'endroits qui avaient le prix le moins cher de France. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était la une des journaux. Et il est vrai aussi que notre écosystème, qui porte une responsabilité, je trouve, se targuer de faire baisser les prix, même, je vais le dire, d'enlever les investissements aux délégataires de services publics. Donc la meilleure nouvelle qui pouvait se produire, c'était, vous savez, avant ils avaient le renouvellement des canalisations, maintenant ils l'ont plus. Ça vous montre combien nous, maîtres d'œuvre, on est quand même clairvoyants sur ces sujets-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, en effet, c'est plus tendance du tout d'afficher, de se targuer de prix bas, parce qu'on a tous pris conscience, et les Français en premier, et les Français sont aussi des électeurs, qu'il faut au contraire avoir une vision qui est des programmes pluriannuels d'investissement, parce que ce qui coûte cher, c'est non seulement la réparation de la canalisation qui va fuir, mais c'est encore plus quand il n'y a plus d'eau. Et ça, aujourd'hui, c'est presque ça. On en est à une étape supérieure. C'est que le modèle économique, il est très simple à trouver dès lors qu'on a compris qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. Ah oui. Il n'y a plus d'eau, et puis il y a une baisse de qualité. Avec le réchauffement, il y a des problèmes d'assainissement, des problèmes d'odeur. Tout ça s'additionne. On est vraiment dans une période charnière. On en parlait tout à l'heure avec l'ingénieur hydrologue Charlène Descolonges. C'est vrai que c'est une période fondamentale, une période critique en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, clairement.
Oui, après, il faut être positif aussi. Hein. Ah, c'est-à-dire que d'où les réponses que va nous apporter dans un instant Nathalie. Je continue à plaisanter. Hein. On est dans une période critique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions. Ouais. Et les solutions, elles sont en effet atteignables. C'est un panier de solutions. Je suis d'accord avec ce que disait Charlène. Il y a des solutions, j'allais dire, voilà, sur le prix. Il y a des solutions, j'allais dire d'un point de vue technique également. Et on ne cesse d'en parler. On le voyait tout à l'heure avec Laurent Brunet, avec Christophe Tanguy, vos homologues de la FP2E. Alors, première option, justement, voilà, face à ce mur d'investissement qu'on a chiffré, donc 2-3 milliards en plus des 6 milliards, j'allais dire, annuels classiques, hein, quelque part. Première option, c'est d'augmenter le prix de l'eau. Alors, vous, je le disais à Nathalie Davoine, qui êtes quelque part les yeux des consommateurs avec ce centre d'information sur l'eau, quelle perception ces consommateurs ont sur le prix? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter des hausses? Est-ce qu'ils sont conscients des investissements à faire? Parce que tous n'ont pas écouté, évidemment, ni Alexandre ni Tanguy ce matin. Alors avant toute chose, effectivement, je n'aurais pas la prétention de trouver des solutions sur ce financement. Néanmoins, une chose, lorsque l'on reprend ce que pensent les consommateurs, une chose primordiale, c'est que les consommateurs, on ne leur parle pas de prix de l'eau, comme vous l'avez fait, mais plutôt du prix du service de l'eau, puisque le service de l'eau est indissociable de son prix. Le service de l'eau et donc les enjeux que nous avons évoqués d'ailleurs largement au cours de ces deux tables rondes. Et comme le disait très justement le président Bazir, il y a un avant et un après 2022, et nous le voyons nous dans les enquêtes d'opinion que nous menons. Alors juste quelques mots sur la méthodologie de ces enquêtes. Elles sont menées depuis maintenant près de 30 ans par Kantar, ex-TNS Sofres, et on interroge donc tous les ans environ 3000 à 3500 personnes représentatives bien entendu de la population. Et ils sont satisfaits de ce service de l'eau justement? Et les Français, c'est vraiment une constante dans ce baromètre, sont satisfaits de leur service de l'eau, puisque 88% d'entre eux, en tout cas pour les derniers résultats, mais je vous inviterai la semaine prochaine à venir découvrir la nouvelle édition. C'est mardi, nous a dit le docteur Beaulieu. Exactement, c'est assez enrichissant puisque les choses évoluent. Mais donc oui, près de 9 Français sur 10 nous disent être satisfaits de leur service. Alors, satisfaits de leur service, pourquoi? La première chose, c'est parce que l'eau du robinet, c'est une eau qui est disponible, et 90% d'entre eux nous disent elle est disponible et elle est écologiquement responsable. Donc ça, c'est une première chose. Et autre point, indissociable, je le disais tout à l'heure, des enjeux qui vont se poser à ce service de l'eau, et les Français, ces enjeux, ils les ont parfaitement identifiés. Le dérèglement climatique, lorsqu'on les interroge sur ses impacts, ils nous disent, à peu près de 8 sur 10, nous disent, effectivement, nous craignons de manquer d'eau. Alors parlons de ce paramètre, 7 sur 10 nous disent aujourd'hui, je pense que je manquerai d'eau dans ma région. Et cet indicateur, il a quasiment doublé depuis l'origine du baromètre. Donc on voit qu'il l'opinion est parfaitement consciente qu'ils manqueront d'eau, 2, qu'il y aura de plus en plus de pollution, et 3, nous sommes, ça je ne vous l'apprends pas, dans un contexte inflationniste. Ce qui n'arrange pas les choses, bien évidemment. Parce que les Français disent quoi? Ils sont satisfaits du service de l'eau. Vous nous dites 88 sur 100, hein, c'est parfait, c'est bien ça. Mais le prix de l'eau, il est jugé, le prix de ce service, il est jugé comment? Cher ou pas cher? Alors, le prix de ce service, il est jugé à l'aune de ce que je viens de vous dire, ouais. C'est-à-dire que effectivement, il y a environ un peu plus de 6 Français sur 10 qui nous disent oui, je le trouve plutôt cher. Alors, une indication, c'est que ce paramètre, il est relativement constant. Et lorsque l'on pose la question spontanément, et quel que soit le produit, je ne parle même pas d'un produit-service comme l'eau du robinet, mais on va vous répondre spontanément, oui, l'eau est chère. Alors, certes, ils ont ce sentiment de cherté, et ils pensent que l'eau va augmenter. Et elle va augmenter. Pourquoi? On revient toujours sur ces 3 paramètres que l'on retrouve, qui est égrené tout le long de l'enquête, parce que je précise que c'est une enquête qui couvre une centaine de questions, de la ressource au robinet. On les interroge à peu près sur toute cette problématique. Et ils nous répondent, en fait, elle va augmenter. Pourquoi? Parce que tout augmente.
en premier lieu, parce qu'il y aura de plus en plus de pollution, évidemment. Donc, qui dit pollution dit une accentuation des traitements. Et on sait que les traitements coûtent cher, puisque quand on les interroge, 70% d'entre eux nous disent « Oui, nous sommes conscients que l'eau nécessite des investissements lourds, que ce soit d'ailleurs pour amener cette eau au robinet ou pour des services, l'assainissement des eaux que l'on consomme. » Et il y a une chose très très importante aujourd'hui, c'est que la pédagogie, on l'a vu, on l'a évoqué d'ailleurs, quelle que soit la thématique, elle est primordiale, et je dirais qu'on a aujourd'hui une responsabilité dans cette pédagogie. Donc les Français, parlons-leur de dépenses en eau. Ouais. Et non pas de prix au mètre cube. On entend souvent parler du prix au mètre cube. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des Français qui sont capables de nous donner un montant quand on les interroge. Et sur ces 30%, le prix au mètre cube est surévalué. Alors que les dépenses annuelles en eau, elles, à contrario, sont parfaitement évaluées. Donc on voit là également une responsabilité dans cette pédagogie. Donc dès lors, s'il y a un petit peu de pédagogie, ce consommateur serait-il prêt à payer davantage pour justement financer ces investissements qui vont lui amener justement de l'eau, en quantité et en qualité? Alors oui, ils sont prêts à payer plus cher. Ils sont prêts à payer plus cher, notamment pour améliorer les ressources en eau dont ils craignent la pollution. On l'a vu tout à l'heure. Ils sont prêts à financer également des technologies comme par exemple la réutilisation des eaux usées qui va permettre de moins puiser dans les ressources. Également, ils sont conscients de l'impact des installations et qu'il va falloir améliorer. Donc j'entends là les canalisations. Donc ils nous répondent effectivement en majorité qu'ils sont plutôt favorables à plus de 60%. Ça veut dire quoi, Tristan Mathieu? Le consommateur final, à un moment, va devoir payer plus? Bon, ça, je crois que c'est quelque chose qui est globalement admis, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire que si la conclusion de débat est celle-là, j'en serais déçu parce que est-ce que ça doit être le dernier recours quelque part, finalement, de faire payer le consommateur? Bon, on a tous en tête quand même le sujet du pouvoir d'achat des Français. Donc ça veut dire que certes, il va y avoir un effet sur la facture d'eau qui est indéniable, et nos collègues de la gestion publique, le CESE encore la semaine dernière l'a dit, ils ont dit qu'il y a une hausse inéluctable du prix de l'eau. Bon, donc c'est pas nous FP2E qui allons particulièrement donner une résonance à ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de la qualité, s'il n'y a pas de la continuité de service public, s'il n'y a pas de la confiance dans l'eau du robinet, et que finalement, le service public d'eau, c'est un pacte de confiance. Et on voit d'ailleurs qu'en certains territoires français, on peut penser à des territoires ultramarins, le pacte de confiance est brisé. Et que quand il est brisé, on a beaucoup de mal à remonter la pente. Donc il faut qu'on améliore les performances opérationnelles du réseau d'eau. Il faut qu'on garantisse, et là on en appelle aussi aux autorités sanitaires pour avoir des règles très claires et peu de zones grises sur les sujets qualité d'eau avec les polluants émergents. Il faut, nous, vous savez, on est des défenseurs de la compétition entre opérateurs. Parce qu'on pense que la compétition entre opérateurs, ça amène à la fois de la maîtrise des prix et en même temps du transfert de savoir-faire et de l'innovation. Et là, les autorités organisatrices publiques, les collectivités locales ont un rôle essentiel. Le rôle essentiel, c'est d'abord de bien partager le fait que la baisse des prélèvements, la baisse des consommations est un objectif du service public et de l'intégrer dans leur propre budget, dans ceux de leurs délégataires. À partir du moment, on n'est plus sur des sujets de risque-volume en se disant tiens, une année il fait chaud, une année... Non, ça c'est autre chose et ça fait partie un peu inhérente d'ailleurs de notre métier que de les intégrer. Par contre, la condition sine qua non, c'est que à chaque fois, localement, il y ait une vision qui doit être établie de la perspective de baisse de consommation et que donc tout ça rentre en compte dans les aspects financiers. Et ces collectivités locales, justement, qu'est-ce qu'elles vous disent, Tristan, vous qui êtes opérateur, est-ce qu'elles hésitent ou pas à augmenter les prix de l'eau? Parce que
Pas toujours très populaire, enfin, je crois électoralement parlant, je parle. Oui, aussi, oui. voilà. Alors, je crois que c'est vrai. Je reprends la remarque de Nathalie sur le prix de l'eau. C'est-à-dire que ce que nous dit l'étude BDO cette année, c'est que des Français dépensent en moyenne 350 € par an. C'est quand même moins d'1 € par jour et par famille. Le prix de l'eau, c'est 0,4 centimes d'euros le litre. Bon. Donc je pense que quand on remet en perspective tout ça, en effet, les collectivités, on sent quand même une inflexion assez forte, qui est que, alors qu'il y a 15 ans, en effet, elles valorisaient le service public d'eau dans sa capacité, pourquoi pas faire baisser les prix. Aujourd'hui, les collectivités sont prêtes à investir dans les solutions de réutilisation des eaux usées, etc. Il y a un autre élément qui est important pour moi, c'est les recettes complémentaires des services publics d'eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on donne plus de moyens de faire de la méthanisation, si on donne plus de moyens de faire de la réutilisation des eaux usées, si on met de la valeur à tout ça dans un moment de rupture, et bien à ce moment-là, on va aussi trouver des revenus complémentaires qui sont assez indispensables, je trouve, au fait d'avoir à la fin un effet sur la facture d'eau. Il faut tout faire avant, et après, tirer les conséquences. Alexandre Mayol, Tristan nous dit l'eau n'est pas très chère, hein, c'est vrai, par jour. Bon, malgré tout, elle n'est pas gratuite, quelque part. Comment est-ce qu'on arriverait à justifier, à expliquer une augmentation de l'eau pour le consommateur, justement? Parce que c'est vrai que le financement de tout cet écosystème de l'eau, il n'est pas connu, clairement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit lui dire au consommateur? Mais allons même plus loin. La majorité des gens n'a même aucune idée de ce qu'ils consomment. Ouais. Je prends un chiffre. Hein. À Montpellier, 2/3 des gens ne sont pas facturés au réel. 2/3. Donc ça veut dire que c'est de l'estimatif. Donc c'est-à-dire que vous êtes en appartement, on prend les mètres carrés, le nombre de personnes, on divise immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que les gens n'ont aucune idée de ce qu'est la consommation. Et alors le prix, n'en parlons pas. Je suis spécialiste de l'eau, j'ai aucune idée de combien je paye de facture. Je suis dans un appartement d'habitat collectif. À la fin d'année, on reçoit une régularisation qui est dans les charges. Donc, c'est illisible aujourd'hui le prix de l'eau. Illisible. Et je serais curieux de savoir, à part les gens en maison qui ont une facture individuelle, qui vraiment sait ce que ça veut dire le prix de l'eau. Donc, si je vous dis j'augmente de 10%, déjà les gens ne sont pas très bons en maths, mais en plus, si on fait 10% de 350 €, on va parler de quoi? De 30 € et quelques. Bon. Et donc, divisé par 12 mois, ça fait 2 €. Enfin, vous voyez, en fait, c'est inintelligible. Première chose. Ensuite, il y a eu un discours pendant longtemps sur l'eau est gratuite. Et je pense que ce discours-là, il est catastrophique. Parce qu'il laisse entendre en fait que l'eau est payée par les impôts. Donc indépendamment de la consommation. À un moment donné, il faut percuter ce discours-là. C'est l'image qu'on a renvoyée. Et le discours politique porte encore ce discours. L'eau est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Et je pense que c'est dramatique de dire ça. Parce que quand il faut payer, les gens, vous savez, ça a l'effet de cliquer. Vous baissez le prix, pendant 15 ans, on recherche à baisser le prix. Et puis 15 ans après, on dit « Ah ben maintenant, il faut l'augmenter ». Donc l'illisibilité du prix. Voilà. Et comment on a expliqué aux gens il y a 15 ans qu'on baisse le prix à qualité égale, et maintenant qu'il faut le remonter pour garder une qualité égale, voire au mieux essayer de l'atteindre. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une contradiction. Un dernier point de contradiction, c'est les objectifs. Par exemple, on dit à un opérateur, alors voilà, maintenant il faut que les gens consomment moins, très bien. Mais le modèle économique est basé sur les volumes facturés. Donc c'est complètement contradictoire. Comment voulez-vous que l'opérateur dise je vais tout faire pour que les consommateurs fassent des économies de ressources et en même temps, mes recettes dépendent des values facturées? Les déchets ont de l'avance sur nous là-dessus. Hein. Les déchets, ça fait longtemps qu'ils ont des clauses de performance, etc. Donc il faut repenser les contrats. Ce modèle économique basé sur les recettes facturées, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'aspect demande et l'aspect offre. Si on ne repense pas le modèle économique du secteur, c'est pas tenable en fait de dire on veut faire du... Alors moi je dis toujours aux collectivités, vous voulez tout. Économiquement performant, socialement juste, environnementalement formidable, etc. Et si possible, personne ne doit perdre. Quoi. Enfin, moi, je vois bien dans des communes, il ne faut pas que le consommateur, il ne faut pas que la majorité paye un peu plus. Et on va en parler, il y a des exemples là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut quand même dire, oui, la transition, ça va coûter. Enfin, voilà, sortir du modèle de la gratuité. Quoi. On reparlera des tarifs progressifs. On voit les données de l'équation. Sont considérables. Nathalie Davoine. Moi, je voulais juste rebondir sur les consommations des consommateurs. Je me pose toujours
en tant que consommateurs, en fait, ils sont, dans le baromètre, on le voit, ils sont près des 3/4 à nous dire être intéressés par un système de suivi de leur consommation. Donc c'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Les Français ont envie d'être accompagnés dans cette démarche. Aujourd'hui, pour l'énergie, par exemple, il existe des compteurs intelligents qui vous permettent en tout cas de vérifier ce que vous consommez et de ne pas être acculé en fin d'année à une facture trop élevée. Et aujourd'hui, les consommateurs pour l'eau sont de toute façon conscients qu'il va falloir changer, puisque 8 sur 10 nous disent oui, on sait, nous allons devoir changer nos habitudes. Pour autant, il y a quand même une proportion de 7 sur 10 qui nous demandent cet accompagnement, alors soit par de la technologie, effectivement, de l'accompagnement, mais en tout cas, il y a une véritable attente dans l'opinion. Alors justement, pour y répondre, comment est-ce qu'on intègre quelque part l'objectif de baisse de volume dans le modèle de financement? Alors, pêle-mêle, est-ce qu'il faut revoir les composantes de la tarification en France, entre part fixe, part variable, taxes, redevances? Est-ce qu'il faut remettre en cause la structure tarifaire de la facture d'eau, notamment le poids que représente la part liée à l'abonnement par rapport à la consommation? Est-ce qu'il faut envisager la fin des dégressivités? Est-ce qu'il faut étudier de nouvelles pistes d'outils de régulation? C'est quoi les bons modèles, les bons exemples? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des exemples à puiser en Europe, par exemple, chez nos voisins, de choses qui pourraient nous inspirer, de best practices? Qui prend la parole? Tristan Mathieu, Alexandre? Allez-y, Tristan. D'abord, je pense qu'il faut que... Moi, la première idée qui me viendrait à l'esprit, c'est de dire qu'il faut que les services publics d'eau et d'assainissement, leurs opérateurs, utilisent tous les moyens qui sont déjà à disposition dans la législation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il me semble aussi, à la fois se poser la question de tiens, devrait-on augmenter le plafonnement des parties fixes qui sont issues de la loi sur l'eau, etc. Alors qu'aujourd'hui, dans les services publics d'eau, c'est de l'ordre de peut-être 10 ou 15% le montant de l'abonnement. Bon. Et ce montant de l'abonnement, c'est quand même un amortisseur assez indispensable pour les collectivités locales, notamment pour faire face aux baisses de volume et financer les investissements. Donc je crois que la législation que nous avons aujourd'hui, elle date maintenant d'il y a une quinzaine d'années. Et on ne fait pas la transition écologique avec des lois qui ont été votées il y a 15 ans. Donc il faut quand même se reposer la question de savoir si les conditions sont encore réunies, si en effet financer, on est quand même dans quelque chose de très 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 paradoxal, puisque le fait d'avoir ces volumes, cette rémunération qui est fortement basée sur les volumes, c'est aussi une incitation à la baisse des volumes. Donc moi je crois que l'une des solutions, c'est ce que je voulais dire dans mon propos précédent, c'est quand même qu'il y ait une forme de prise de conscience du fait que les modèles économiques doivent se baser sur des ventes qui sont à la baisse. Et quand on dit que aujourd'hui, ce qui ne change rien, toute chose égale par ailleurs, au budget des ménages. Hein, aujourd'hui, donc c'est 0,8% le budget des ménages. Ça veut dire quoi? Il faut des contrats qui privilégient où les économies, la sobriété sont récompensées quelque part un peu? Oui, alors ça, voire des sanctions. Le problème de l'investissement, il se pose d'abord pour eux. Et la loi NOTRe, vous le savez, a prévu officiellement en 2020, on devait se regrouper, quoi. Et puis le Sénat repousse, etc. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est sur ces communes-là, sur ces collectivités-là, qui n'ont pas la masse critique pour le faire. Maintenant, la question des prix. Alors, moi, j'appelle toujours ça la question des fausses bonnes idées. Est-ce que, sur le papier, ça marche bien? On se dit, voilà, on va faire plus cher, le au mètre cube, etc. Avec une intuition assez simple à comprendre. Plus vous consommez, plus vous payez cher. Bon, ça paraît simple, mais c'est un peu contre-intuitif. Parce que dans un réseau, normalement, plus vous produisez, moins c'est cher. C'est l'amortissement. Donc déjà, c'est une contre-intuition, première chose. Mais on pourrait l'entendre en disant, bah oui, mais plus vous consommez, plus vous allez épuiser la ressource, donc ça peut avoir du sens. D'accord. Il y a des problèmes très pratiques. Moi, j'ai étudié ça en 2017, et quand j'ai fait ma thèse là-dessus, on m'a dit « Oh, tu es gentil avec tes problèmes d'eau, bon, c'est pas très à la mode. » Puis finalement, le prix de l'eau, la tendance, plutôt la baisse du prix de l'eau, pourquoi tu t'intéresses à ça? Et puis, l'actualité nous rattrape, puisque l'année dernière, cette année, le président de la République dit « Et si on généralisait ?» Bon, vous voyez, la recherche doit avoir un temps d'avance, des fois, sur l'actualité médiatique. Et puis moi, le bilan que j'ai fait, il est basé sur des expériences qui ont été faites. Pas beaucoup. Hein. Ça a été permis depuis 2006, la loi de 2006, la loi Brottes. Et on va dire 20 ans après, 15 ans après, on est sur une dizaine de services en France qui ont mis en place des tarifs progressifs. Donc c'est très peu, mais c'est beaucoup avec des gros services. Hein, le CEDIF, etc., qui ont fait ce genre d'expérimentation. Alors quels sont les retours d'expérience? Première chose,
Ça a permis à Dunkerque, moi j'ai travaillé sur ce cas-là, hein, Dunkerque c'est un cas d'école hein, là-dessus, ça a permis de baisser le prix de la consommation d'eau d'entre 8 et 10% dans les 1 ou 2 ans après. Ça ne veut pas dire que c'est une baisse chaque année, sinon voilà. Donc on va dire qu'il y a eu un effet immédiat. Mais qu'est-ce qui a joué? Le prix ou la communication intense qu'il y a eu autour de ça en disant attention, ce qui renvoie à la question de la pédagogie. Voyez, le message il a été compris par les gens à Dunkerque comme désormais il faut faire attention à l'eau. Ça a été bien reçu. Est-ce qu'exactement ils ont réagi au mécanisme consistant à dire attention, si vous franchissez un seuil de consommation, vous allez payer plus cher? Ça, c'est moins certain. Pour une raison très simple, c'est que déjà, il faut connaître sa consommation. Et là, si vous faites votre relevé une fois par an pour les relevés de charges, c'est trop tard. Hein. Trop tard, j'ai trop consommé. Donc, d'où la question de l'accompagnement. Et vous disiez tout à l'heure très justement, si on veut que ça marche, il faut accompagner au long cours et au quotidien. Avoir une vision au moins mensuelle ou trimestrielle de votre consommation. Sans ça, c'est juste vous constatez, j'ai trop consommé cette année. Bon, tant pis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Quelque chose qui est apparu comme compliqué à Dunkerque, c'est l'installation des compteurs. Et là, on percute notre objectif. Alors, on veut bien être accompagné, mais il ne faut pas que ça coûte plus cher. Sauf qu'installer les compteurs, ça fait augmenter la part fixe. Donc, l'effort et le gain financier de la part variable a été absorbé par l'augmentation de l'abonnement. Et en plus, ils se sont pris des articles d'opposants, etc. Donc, ça a été double peine, quoi. Et ils ont eu beaucoup de mal à justifier ça. Et vous voyez, quand on parle tout à l'heure de pédagogie, quand on dit à des gens qu'ils ont vu la facture augmenter, il y a beaucoup moins de compréhension. Hein. C'est pas le contexte, vous voyez. Donc, il faut quand même aussi comprendre ça. C'est que les mesures d'accompagnement, les comptages intelligents, etc., qui le payent? Si vous augmentez l'abonnement parallèlement, ça peut être mal compris. Voilà. Moi, le bilan que je fais aujourd'hui, c'est que c'est une fausse bonne idée de penser que c'est la solution magique. Parce que, au final, il y a quoi? Moi, j'estime qu'il y a entre 20 et 30% des ménages qui sont vraiment capables de s'y intéresser et de réagir. Parce que c'est pas le tout de dire, voilà, vous avez trop consommé, d'accord, mais je vais pas enlever des enfants dans ma maison. Parce qu'on sait que la consommation dépend aussi du nombre de personnes. Et le problème à Dunkerque également qu'on a vu, c'est que comment on fait les tranches? À Dunkerque, c'était pensé pour 4 personnes. Donc je suis tout seul, je suis un super consommateur hyper économe au regard des tranches à 4 personnes, mais je suis à 6 ou 7, et là vous voyez le terme était choisi pas par hasard, plafond, ouais. Dans les consommateurs de consommation de confort. C'est stigmatisant comme terme. Donc je suis une famille nombreuse, je suis dans le confort. Voyez, donc ça marche pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que attention à ces fausses bonnes idées. Ouais. N'attendons pas trop du prix, parce qu'encore une fois, 300 € par an face à 200 € par mois d'électricité, il y a un risque qu'on ne priorise pas l'eau potable. Voyez. Donc je dirais c'est une bonne chose parce que le message il est l'eau n'est plus gratuite et attention à votre consommation, mais n'attendons pas non plus des solutions miracles. Alors on n'est pas là justement pour amener une solution miracle, on est là aussi pour poser des questions, hein, finalement ouvrir la réflexion. On a envisagé la question du prix de l'eau, on a envisagé les questions techniques, les solutions techniques. Dernier point, avant de vous donner la parole, il y a du gras à trouver éventuellement sur les investissements, réduire un petit peu, maîtriser, trouver de nouveaux gisements d'économie où là on a tellement de charges fixes qu'on ne peut pas aller au-delà. Tristan Mathieu. Quand on est une entreprise privée qui gère un service public d'eau, on a toujours, et c'est inscrit dans notre ADN, le fait d'essayer d'optimiser les dépenses du service public et c'est un peu le cercle vertueux qui consiste qu'à la fin, quand on est remis en compétition, finalement, c'est cette efficacité économique, elle se retraduit dans le futur contrat, quel que soit le détenteur du contrat. Donc ça, c'est sûr, et de toute façon, il ne faut pas s'en priver. Après, c'est vrai qu'il y a des investissements à réaliser. Il faut, là aussi, on peut pas. Il faudra à un moment donné qu'il y ait un impact sur la facture d'eau, mais il faut qu'on garantisse aux Français qu'on a mis le bon euro au bon endroit. Donc la question qui se pose, c'est finalement, sous cet angle de la ressource en eau, est-ce qu'il vaut mieux que je mette 1 € dans un compteur communicant ou 1 € dans la canalisation? On peut se poser la question. On est là pour se poser la question. Il faut chaque fois que les bilans soient faits localement et de se dire quel est l'investissement qui va être le plus protecteur de la ressource en eau, avec des contextes très locaux et donc des diagnostics locaux. Nous, on est là pour y aider.
Évidemment, lorsqu'on est présent sur le territoire, on a les capacités à le faire, on a les capacités à faire de l'ingénierie, ce qu'on appelle de l'ingénierie tarifaire, à implanter des tarifications sociales. Je partage complètement ce que disait Alexandre, en gros, sur les tarifs progressifs, qui peuvent être très utiles en certains endroits, qui présentent quand même un danger, il ne faut pas que ça écarte un certain nombre de consommateurs du service public d'eau. Il ne faut pas que ça amène à une inflation du nombre de puits et de forages privés, par exemple. Au final, un mot chacun en guise de réponse. Est-ce qu'il faut revoir ou pas ce modèle économique de l'eau ici en France en 2024 ? Alexandre, Nathalie, puis Tristan, vous aurez le mot de la fin. Un mot, je disais, oui. On va vous entendre. La vraie question, à mon avis, c'est qui doit faire l'effort ? Et je pense que pour parler d'acceptabilité, l'effort doit être partagé. Et je pense notamment, alors on l'a pas évoqué, mais je vais être désagréable, mais la question des professionnels. Désolé, j'ai encore regardé il y a quelques jours, il y a beaucoup de communes qui font du tarif dégressif. Donc le message ne peut pas être d'un côté aux particuliers, si vous consommez trop, on paye plus cher. Par contre, les professionnels, vous pouvez y aller. Et parce que, rappelons une chose, 80% de l'eau consommée en France, c'est les industries et l'agriculture. Donc, moi, je me rappelle quand le président dit on va faire du tarif progressif, le lendemain, le ministre de l'Agriculture se précipite en disant rassurez-vous, ça ne touche pas l'agriculture. Bon, donc on passe à côté. C'est pas l'eau potable qui vit les nappes phréatiques. Donc, à un moment donné, comment on partage aussi l'effort ? Et donc ça, c'est une question de partage d'efforts. Si on veut que les gens acceptent de payer plus cher, il faut que tout le monde paye plus cher, pas seulement les ménages. Nathalie, nouveau modèle économique à trouver ? Alors, deux choses. Je vais revenir encore et encore sur la pédagogie. Je vais reprendre une citation de Marie-Lise Massé, qui est notre directrice au Centre d'information sur l'eau, et qui dit souvent « L'eau qui coule au robinet, ce n'est pas de la magie ». Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris tout ce qu'il y avait derrière et tous les enjeux à venir, effectivement, on pose déjà les choses. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, et en effet, les Français disent l'effort devra être partagé. Nous, moi, j'ai eu quelques craintes, en tout cas, je dois l'avouer, après cet été 2022, de voir mis dos à dos les usages. Et en fait, la réponse qu'ils nous font, c'est on va tous devoir s'y mettre ensemble, puisqu'il n'y a pas une solution miracle, mais des solutions, on l'a vu. Il va falloir qu'elles soient prises effectivement localement. Et surtout, c'est l'affaire de tous. Donc ça, les Français sont partants, en tout cas pour ce partage. Tristan, nouveau modèle économique à inventer, en tout cas, un modèle à améliorer. Oui, en tout cas, un modèle économique qui est réinterrogé, ça c'est indéniable. Nous, on pense que dans la commande publique, et notamment à travers les concessions de services publics, il y a toute une latitude, je dirais, de contractualisation qui nous permet de prendre en compte les économies nécessaires d'eau. Je crois que ça, là encore, ça repose sur un partage d'une ambition commune qui est affichée, et puis surtout on ne fera pas ça les uns contre les autres. On ne fera pas ça, en effet, je rejoins ce que dit Alexandre, on ne peut pas laisser de côté le monde agricole, on ne peut pas laisser le monde industriel. Ce que disait Christophe Tanguy tout à l'heure, voilà, il ne faut pas ostrasiser les uns les autres, hein, voilà, agriculteurs, propriétaires de golf, de piscines, tout ça. Non, voilà. Surtout que ce sont souvent là aussi des idées simples et assez fausses. Donc en effet, il faut qu'on y aille tous ensemble, on peut le faire, et c'est le seul moyen de faire, hein, on le voit sur différents sujets. Alors, question dans la salle, et juste après, ce sera la conclusion du président Arnaud Bazir qui nous dira ce qu'il a retenu de tous ces échanges. Monsieur, là, au deuxième rang, on va vous donner le micro dans une poignée de secondes. Merci beaucoup, madame. Allez-y, monsieur, question courte, réponse courte. Très court. Bonjour, Hervé de Roubaix, CFDT. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec ce mur d'investissement, avec les contrats qui sont de plus en plus courts ? Allez-y, s'il vous plaît, Tristan Mathieu. Je pense, Hervé, que tu poses la bonne question. C'est-à-dire que là aussi, hein, c'est un peu la même chose que le prix bas. Le prix bas et les contrats courts, on ne va pas y arriver comme ça c'est sûr. C'est-à-dire que la directive concession, qui s'applique en France également, évidemment, elle dit bien que la durée du contrat doit être appréciée au regard de tout type d'investissement. Et en effet, si on veut, à un moment donné, que les entreprises privées prennent leur part
du financement des investissements, et on ne sera pas les seuls, hein, parce qu'on ne va pas supporter ça, mais il faut que à la fois les agences de l'eau soient mobilisées, les collectivités, et nous, on peut faire des contrats concessifs, mais ça nécessite un peu de temps, et ce temps, il est bon non seulement évidemment pour amortir l'investissement, mais aussi pour trouver l'efficacité opérationnelle. Quand on te dit il faut passer de 80% de rendement de réseau à 90%, ça se fait pas en 3 ans. Et d'ailleurs, ça se fait d'autant moins en 3 ans si tu es challenger. Donc l'égalité de traitement des offrants sur le marché auquel la FP2E est attachée dit aussi qu'il faut donner de la durée pour des compétitions efficaces. Question, monsieur, on va récupérer votre micro. Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Merci d'ailleurs à toutes et à tous qui posaient des questions. On vous écoute, monsieur. Oui, merci. Ma question, c'est sur le partage de l'effort. Comment sont financées la solidarité entre les territoires? J'ai bien compris que tout se jouait à l'échelle du territoire, que les mailles étaient superposées les unes aux autres, mais au niveau, quand on voit que la gestion des contrats, elle se fait, des contrats d'eau et d'assainissement, elle se fait au niveau des communes, voire des intercos, comment on fait par rapport à cette gestion interterritoire et interdépendance? Alors, et puis la prochaine question, ça sera le monsieur tout au fond, madame. Voilà. Alors, allez-y, Alexandre Mayol. Oui, alors merci, c'est une très bonne question, parce qu'il y a une contradiction. C'est qu'aujourd'hui, on a énormément de services. Par rapport aux autres pays, regardez la Grande-Bretagne, c'est une échelle quasiment départementale pour gérer l'eau. Donc la France a fait un choix historique, c'est la commune qui était l'échelon de base. Et puis les syndicats, au fin 19e, sont venus faire des regroupements, et puis les EPCI dans les années 90, etc. Mais on a quand même aujourd'hui plus de 10 000 services d'eau. La vraie question, c'est aujourd'hui sur les petits services qui n'ont pas la capacité financière de le faire. Alors il y a 2 solutions, soit vous faites de la subvention étatique qui vient appuyer ça, ou alors vous dites, bah non, on peut aussi faire des économies d'échelle en se regroupant. C'est ce qu'a voulu faire la loi NOTRe. Mais chaque fois, on repousse l'échéance. Néanmoins, malgré qu'elle soit repoussée, on a vu beaucoup de fusions, de transferts de compétences qui ont cours. Moi, ma conviction, en tout cas, c'est qu'à terme, si on veut renouveler des réseaux, il va falloir de toute façon se regrouper pour partager l'effort. D'autant plus que la question des agences de l'eau, c'est un autre sujet, on n'a pas forcément évoqué, mais quel est leur rôle exact? Qu'est-ce que ça va être leur rôle à l'avenir? Elles ont beaucoup d'argent aujourd'hui, elles collectent, c'est des organismes collecteurs. Quelle est leur stratégie de subvention? Ouais, moi, je suis dans un conseil scientifique à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. C'est une question qu'on se pose. C'est quoi la priorisation des objectifs? Et enfin, dernier point, les territoires ruraux, je pense, ça va être vraiment le sujet à l'avenir. Parce que là, il y a sur ces territoires des conflits d'usage potentiels, avec des agriculteurs, des industries et autres, et des capacités financières de faire du lissage d'amortissement et d'investissement qui est beaucoup plus faible. Donc je pense, à mon sens, qu'une des solutions, c'est l'intercommunalité. Et que de toute façon, des services à 500 ou 1000 habitants, on ne voit pas comment on peut à terme faire des renouvellements de réseaux. Et juste pour l'anecdote, dans les années 60, ils faisaient appel à des scouts des fois pour faire gratuitement des réseaux. Je pense à cette époque, on n'en est plus là. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai des exemples fameux dans ma région. Voilà. Donc c'est pour vous dire que là, on ne peut plus passer par ça. Voilà. Allez, toute dernière question avant la conclusion par le président de la FP2E, les entreprises de l'eau. Monsieur, s'il vous plaît. Yannick Horry, je suis député, je suis rapporteur d'une mission sur l'adaptation des politiques de l'eau au changement climatique. Alors un complément à ce qui a été dit, c'est qu'il y a en France une grande diversité. Il y a des départements, par exemple la Vendée, toutes les communes constituent un syndicat qui s'appelle Vendéopole. Voilà, toutes les communes. Et il y a des particularités géographiques, mais la volonté des maires, c'est de laisser de la souplesse dans le système. Même si aujourd'hui, le PCI, par la loi, la nôtre est l'échelle de base. Et suite à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les consommations, souligner un point, c'est celui des taxes et redevances. C'est essentiellement de ça dont il s'agit dans la politique, dans l'adaptation de la politique de l'eau. Rappelez que les particuliers payent 75% des taxes et redevances, et vous avez signalé quelle était la répartition de l'eau. Alors il y a des rééquilibrages dans le prochain budget. EDF, qui prélève beaucoup et consomme peu, paiera non plus 20 ou 30 millions, mais 100 millions d'euros, etc., etc. Alors votre question, monsieur le député. Ma question, c'est... la question, moi, vous dire que je suis surpris par le fait que les gens s'attendent à une augmentation. Ancien maire, chaque augmentation est mal vécue, surtout si ce sont des à-coups. Les gens ne comprennent pas. Ils comprennent que le prix de la baguette passe de 1 euro à 1,05 €, mais ils ne comprennent pas qu'elle passe de 1 euro à 1,30 €. Ils disent pourquoi vous ne l'avez pas fait doucement. Donc, à votre avis, est-ce qu'il faut augmenter le prix de l'eau assez brutalement pour faire comprendre que les besoins sont très importants, ou est-ce qu'il faut planifier ça sur des années?
Alors, qui va conclure et répondre à monsieur le député? Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Est-ce qu'il faut couper la queue du chien d'un seul coup ou petit bout par petit bout? Ce qui est plus... Voilà. De toute façon, il y a une réalité, c'est que le prix de l'eau, il ne fait que découler des charges de service public. Donc les collectivités locales, elles équilibrent leur budget eau et assainissement de manière indépendante l'un de l'autre, et que donc face à des charges, elles vont mettre des recettes qui vont se traduire dans le prix de l'eau. Donc je crois que ce qu'a dit Alexandre est juste aussi. Il ne faut pas négliger le fait que la facture d'eau est quand même globalement, je sais qu'elle est difficile à supporter pour certains Français, mais elle est globalement faible. Hein, quand on dit 1 euro par jour et par famille, le signal prix, il ne faut pas trop en attendre parce que ce signal prix, voilà, il le fait sur un prix faible, ce qui n'est pas le cas par contre de tarifs saisonniers où là on va déclencher quelque chose et en même temps faire beaucoup de communication pour trouver une efficacité. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Alors, le mot de la fin. Allez-y, Nathalie Davoine. Je voulais vous dire qu'effectivement, 85% des Français nous disent s'attendre à une augmentation du prix, notamment pour les 3 enjeux dont on a parlé beaucoup. L'inflation parce que tout augmente, la pollution des ressources et le manque d'eau. Donc ce sont des paramètres qui sont parfaitement identifiés et aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout étonnée puisque c'est vraiment dans la lignée, ça se répond et nous le voyons en tout cas dans ce baromètre et le suivant que je vous engage à venir voir ce qu'il en est, mais je suis formelle en tout cas sur ces résultats. Merci beaucoup Nathalie Davoine du Centre d'information sur l'eau, Tristan Mathieu de la Fédération Les entreprises de l'eau. Merci à vous et puis merci Alexandre Mayol. Bon retour donc à Nancy, l'Université de Lorraine. Il est 1h moins 20, voilà, on appelle et je vous demande de l'applaudir très très fort. Il va venir revenir en conclusion de ces tables rondes, le président Arnaud Bazir, président des entreprises de l'eau, la FP2E. Conclusion sur ce que vous avez pu entendre, qu'est-ce qui vous a fait réagir, qu'est-ce que vous en retenez, Président? La première chose qui me fait réagir, c'est que d'abord je trouve qu'on a eu une matinée, me semble-t-il, intense et riche, mais au-delà de ça, pendant toute la matinée, je me suis dit quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai particulièrement touché du doigt, c'est à quel point l'eau est un sujet irrationnel. C'est avant tout un sujet de passion. Alors, quand je dis ça, je ne me méprends pas, il y a aussi beaucoup de rationnel derrière ça, et pas seulement en France. Si on veut élargir un peu la perspective, on parlait des conflits d'usage. Alors c'est vrai que Sainte-Soline, ça ne fait pas des belles images, mais il y a des choses plus graves que ça dans le monde. Je rappelle que si les Chinois s'intéressent depuis aussi longtemps et aussi activement au Tibet, qui est plutôt une zone un peu dépeuplée, assez loin de leur centre, c'est essentiellement parce que 80% des ressources hydriques de la Chine découlent des hauts plateaux tibétains. C'est pour ça que géostratégiquement, ils ne lâcheront jamais le Tibet. Voilà. Donc il y a à la fois derrière la problématique de l'eau, c'est ça que je veux dire, des choses très très rationnelles, des éléments géostratégiques, des éléments vitaux, des éléments économiques, financiers, mais il y a aussi énormément de passion. Et d'ailleurs, on le voyait bien, un élément qui a été abordé sous plusieurs angles ce matin, quand on faisait la comparaison entre le prix de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, comparé au prix de l'eau du robinet, on est dans des ratios de 1 à 1000. Bon, il n'y a pas beaucoup d'objets économiques sur lesquels le consommateur va passer presque indifféremment de l'un à l'autre, 1 à 1000. Bon. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup d'irrationnel dans ce domaine-là. Ça fait d'ailleurs pour partie l'intérêt de nos métiers. Ça explique la passion qu'on peut avoir pour eux. Après, il me semble qu'il y a quand même quelques éléments de consensus qui semblaient se dégager. Le premier, c'est l'idée qu'on est probablement dans une période charnière. Il s'est passé quelque chose effectivement autour de l'année 2022 et on voit que les esprits sont en train de changer. On voit qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se font, je ne vais pas les reprendre toutes, mais on va dire des interrogations sur la quantité, sur la ressource, et puis des interrogations sur la qualité, la fiabilité du produit de l'eau potable, etc. Alors il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que je pense que tous les débats qu'on a eus ce matin montrent que les solutions, il y en a, à la fois sur le plan technique, à la fois
des idées en termes de solutions sur des montages juridico, économico, financiers, etc., qui pourraient être mis en œuvre. Après, c'est là que j'ai un petit peu plus d'appréhension à titre personnel, c'est que je connais assez bien notre pays et je sais que pour faire évoluer des modèles qui vont demander probablement à ce qu'on touche la réglementation, voire la législation, etc., ça prend du temps. Bon. Or, je pense que tout le monde en conviendra après tout ce qu'on a entendu ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on en ait tant que ça du temps. Le déséquilibre qui est en train de se produire lié à l'évolution des volumes, qui a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui, va avoir des impacts et des impacts très rapides sur nos modèles économico-financiers. Et aujourd'hui, mon interrogation, c'est est-ce qu'on est dans le bon pas de temps entre ces réflexions, ces idées que nous avons et qu'on peut partager, et puis la rapidité avec laquelle elles vont rentrer en application, être mises en œuvre. Bon. Et je pense que c'est là qu'il y a peut-être un peu d'attention à prêter. En tout cas, je tiens à remercier d'abord beaucoup le BIP pour la qualité de la présentation et la richesse du rapport. Remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à ces tables rondes. Merci à vous, merci de votre présence et merci à tous ceux qui sont venus écouter ces débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Bazire.